1-1 high fly ball. Deep right field. Backing up. Eaton, and that one is out of here. No side. He crushed it. And the Red Sox have taken the lead. Bitch, put some respect on my name. Hey. When you speak on me, you speak on the game. Guys, bienvenue à Smack Talk, OK? L'invité que j'ai pour vous ce soir, il est non seulement vétéran des Forces armées canadiennes, mais aussi humoriste et animateur de son propre podcast Soundcheck, mais aussi host pour le Big Show, un show d'humour tous les mardis au Nash Boîte Country ici à Gatineau. Mesdames et messieurs, Stephen Bilodeau. Bam! Bienvenue. Bam! Bam! On drop le mic. Bam! À tous les mardis, 20h. Nouveau show du côté du Nash Boîte Country. C'est comment ça? Belle petite place. C'est beau. Ouais, hein? J'essaie pour situer les gens qui sont dans la région puis qui visitent les établissements, j'ai l'impression que c'est un mélange entre le Mex à Kentley, Mex Barbecue, Oui. et le Mardi Gras. OK. J'ai l'impression que c'est un mix de ces deux environnements-là qui ont donné le... C'est violent? C'est violent. Ouais, c'est ça. Le Nash Boîte Country. Unique. Tout a été fait à la main ou à peu près. Damn. Wow. Et on met beaucoup de technologie, ce qui fait en sorte que ça s'appelle pas le Big Show pour rien. Là. Ouais. Il y a la scène, It's the big show. en arrière de la scène, c'est un mur de télévision. Ouais. Il y a de la projection, il y a des flammes, il y a de la boucane. WWE, là. Oui. J'adore. Ouais. On voulait faire les choses en grand et je pense qu'on a réussi. Cette semaine va être notre 3e semaine. La semaine prochaine. Ça, pas. Quand est-ce que ça sort, ça? Ouais, non. C'est pas du montage. Lundi. OK, ça fait déjà 2 semaines qu'on est complet. Ça va bien. Les humoristes se battent pour venir jouer sur la soirée. Puis quand les humoristes se battent pour jouer sur la soirée, c'est parce que tu as un produit qui a du bon sens. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, je suis très d'accord. Mais tout est à faire. Hein? Ouais. J'ai fondé et j'ai roulé pendant 2 ans la soirée d'humour que vous avez connue, les jeudis stand-up au Troquet. Yep. J'ai débuté ça en pandémie. En fait, j'ai débuté ça du côté du Pop au bar, où est-ce que j'avais eu mon rodage. Et après ça, on s'est dirigé du côté du Troquet. Ça l'a pris au moins 1 an avant d'avoir une clientèle de salle de spectacle et de ne plus se casser la tête avec la vente de billets. Ouais. Donc, je sais qu'il y a un gros travail de promotion à faire, un gros travail de marketing. Puis merci de me donner l'opportunité de parler de cette soirée-là. On présente aucun humoriste à chaque soirée. Pourquoi? Parce que on va essayer d'avoir les plus grandes têtes d'affiches du Québec qui, eux, présentent leur spectacle à la salle Odyssée, à la Maison de la Culture. On va essayer, on va. Bien, des fois, c'est une question de timing. C'est pas une question de volonté. OK. Parce que là, justement, on travaille avec Mario Tessier. OK. Mario des Contraintes, qui est à la radio. Il est à la radio même quand même assez tard. Fait que c'est de faire le voyage le mardi pour s'en venir à la soirée. Mais on regarde pour aller le chercher en hélicoptère aussi. En hélicoptère. Oui, je sais pas si tu as vu, mais notre première tête d'affiche, Dave Godet, la légende, on est allé chercher à Tremblant en hélicoptère. Wow. Grâce à mon ami Alex Bouchard et le Collège Select Aviation, m'ont permis de vivre l'expérience de pilote d'un jour. Donc, j'ai piloté un hélicoptère. Puis après ça, on est allé chercher Dave à Tremblant pour l'amener sur la scène du Nash. La semaine passée, on a eu Thomas Levac qui est arrivé en cheval. Ouais. Le number 1 podcast au Québec. Oui, et là, vous voyez que le budget d'essence, cette semaine, je peux le dire, c'est Ouellette qui va arriver en tricycle. Fuck yeah. En tricycle, ouais, c'est ça. En longboard, tu sais. Ouais, je pense. Longboard avec une corde, je vais le tirer. Non, mais on travaille d'autres stunts comme ça, puis je pense qu'on va faire notre marque. Est-ce que ça va perdurer dans le temps? J'en doute, mais pour le moment, je pense que ça nous aide à nous faire découvrir. Puis ça fait vivre des belles choses aux artistes. Parce que Thomas était pas chaud au cheval. Puis il a accepté quand même. Puis même il était craintif parce que on connaît pas la bête, puis il avait jamais fait d'équitation, mais il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Puis au final, on l'a tous vécu au travers de lui. Ça a donné des gains positifs, des gains émotionnels qui vont rester là pour un bon bout. C'est les expériences qui comptent, là. Oui. À la fin de la journée, c'est ça. On est là pour l'expérience. Tu sais que une des questions parce que tu m'as envoyé une liste de questions avant qu'on débute le podcast, puis j'ai trouvé ça intéressant, tu sais, quand tu me demandes qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui tu fais de la scène après une carrière militaire de 20 ans. Exact. Ben c'est un peu ça, c'est de vivre des expériences, de vivre des sensations fortes, de l'adrénaline qui, au final, vont faire en sorte au final, je vais me sentir vivant, en fait, c'est ça. Wow. Tu sais, j'ai un diagnostic d'un syndrome post-traumatique. Avec les années, j'ai vu une coupure qui s'est faite au niveau des émotions, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je ne suis pas complètement reconnecté, malgré que la scène aide beaucoup.
de reconnecter sur mes émotions. Mais en fait, c'est ce que je voulais vivre. Je voulais vivre des choses très, très intenses. Je suis intense dans tout, puis la scène, c'est ça. Ça apparaît dans tous tes projets. C'est intense, mais c'est toi. C'est ça qui compte. Les gens, ils sont à la recherche des personnes authentiques. Puis toi, tu l'es, Steven, pour vrai. Ouais. Puis, mais pour les gens à la maison, c'est qui Steven Bilodeau? Écoute, Steven Bilodeau a perdu sa mère à l'âge de 8 ans. Ouf. Donc, c'est un petit gars brisé. Je suis obligé de le dire puis de le constater avec les années. Brisé émotionnellement, ce qui a créé des lacunes émotionnelles, de toute évidence. Par contre, j'ai une capacité d'adaptation puis d'aller combler ces besoins-là, ces lacunes-là, tout au long de ma vie. Peut-être pas toujours d'une façon saine, mais j'ai toujours trouvé la façon d'être heureux. J'ai toujours trouvé la façon de combler ce manque-là. Souvent, très souvent, au travers des femmes de ma vie et des emplois que j'ai occupés. Dans ma famille, on valorisait pas beaucoup l'école. En fait, les gens de ma famille, pas beaucoup qui ont fait des études supérieures, puis même des études postsecondaires. Là. On parle de beaucoup de gens qui ont abandonné au secondaire l'école. Ouais. Ce qui a fait en sorte que le modèle que j'ai eu était davantage de va travailler. Puis travailler veut dire travailler de ses mains, travailler fort. Là, ouais. Donc, c'est ce modèle-là que j'ai eu, puis c'est le modèle que j'ai acheté au début. Puis le choix de la carrière militaire aussi s'est arrêté parce que j'avais un besoin d'identité. J'avais besoin de me définir comme homme. Homme. Dans ma famille, c'était des hommes. Puis les gens en feront l'interprétation qu'ils veulent, mais... c'est la vérité. Ben, c'était des comportements qui n'étaient pas nécessairement néfastes, là, mais des comportements plus typiquement masculins des années... Oui. Je suis né en 1978, donc je veux dire des années 80, 90. Oui. Moi, je suis de la génération X. Puis travailler fort, ben, je vais faire une image, mais c'est au pic et à pelle. Oui. Donc, l'armée, pour moi, était comme tout désigné, sans nécessairement savoir que ce que j'allais chercher en plus dans l'armée, c'était la famille. Oui. Je m'en allais me greffer à une famille. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais je l'ai réalisé plus tard, que c'est devenu ma famille. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont été mes supérieurs, qui ont fait le travail de mon père, qui ont été mes mentors, qui ont été ma figure paternelle. Wow. C'est beau dans tout ça parce que j'ai tellement évolué comme individu, comme personne, au travers de cette carrière-là qui est particulière. Mais aujourd'hui, je suis un homme différent. Ouais. Puis je continue à évoluer. Puis c'est ça qui est beau là-dedans. Puis souvent, la question que je me fais poser, c'est... On a de la difficulté à comprendre pourquoi tu as fait le choix de servir les forces armées canadiennes, sachant que, ben, je vais dire, l'armée, c'est mal, ou la guerre, c'est mal. Si t'en vas mourir dans un ditch. Déjà. Et justement, j'avais une conversation avec un collègue humoriste cette semaine qui a écouté un de mes podcasts puis qui dit « Je suis obligé de te dire que j'avais énormément de préjugés. J'étais très contre ce que tu as fait ou ce que tu représentes. Puis après t'avoir écouté, ben, je suis obligé de me remettre en question. Parce que tu es quelqu'un de sensible, parce que tu as réussi à trouver les mots pour expliquer pourquoi tu as fait ce choix-là. Et puis ce choix-là a été fait en fonction des lacunes, en fonction de mon environnement, en fonction aussi de ma maturité, mon éducation au moment où est-ce que j'ai fait ces choix-là. Self-awareness aussi. Oui. On dirait que, j'ai une grande... Je suis un hypersensible. Je pense que je suis un empathe aussi, donc je suis capable de sentir où est-ce que je dois aller ou où est-ce que je dois pas aller. Et ça m'a toujours très, très bien servi. Wow. Donc, Steven Bilodeau, c'est un hypersensible. C'est quelqu'un qui vit tout de façon excessive, mais qui est foncièrement heureux. Et malgré ce problème de santé mentale-là, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je pense des fois que je m'en sors un peu mieux que certains vétérans, c'est qu'à mon avis, je n'ai pas à dealer avec énormément d'autres stresseurs ou de problèmes circonstanciels. Tu sais, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfants. J'ai travaillé beaucoup, ce qui a fait en sorte que j'ai créé de la richesse, ce qui m'a donné un coussin pour ne pas être constamment sous le stress financier. Fait que je me suis bien placé, mais je me connaissais bien
pour ne pas justement être davantage vulnérable. Le fait de ne pas avoir de stress financier, est-ce que tu penses que ça l'a facilité? Ça l'a rendu ça plus facile, les étapes de PTSD et tout? Oui. Oui, hein? Oui. La minute que tu as beaucoup ou un peu de stabilité, tu pars déjà avec des meilleures bases. Parce que chaque stresseur que tu ajoutes, puis tu sais, c'est pas de la faute d'un soldat ou d'un vétéran qui a un problème de santé mentale ou même des problèmes physiques d'avoir à composer avec les responsabilités de leur vie. Tu sais, si on choisit d'avoir des enfants, c'est pas parce qu'ils se disaient un jour je vais être malade puis je vais me poser la question comment je peux arriver avec mes responsabilités familiales. Tu sais, ça arrive dans le cours de leur vie, mais quand ils arrivent pour traiter un problème de santé mentale ou des problèmes physiques, et où, là? Parce que les deux, souvent, vont arriver ensemble. Ça fait partie de la carrière militaire d'être un peu cassé physiquement. Ouais. Bien, tu as davantage de temps quand tu as moins de responsabilités. Ça l'aide à faire dodo quand tu as moins de pression, moins d'anxiété, moins de stress. C'est sûr, oui. Donc c'est le retour à la base de maîtriser tout ce qui fait en sorte que une situation... ce qui fait en sorte que tu es capable de dealer une situation beaucoup plus facilement ou avec même beaucoup plus de patience, moins d'impulsivité. À cause justement que tu n'es pas constamment sous pression énorme. Mais les gens de nos jours sont constamment sous une pression énorme, OK? Même si, tu sais, on voit ça à chaque jour, là, c'est de plus en plus... On voit ça littéralement, là, une personne sur deux tu sais, dit qu'il y a de l'anxiété ou dit qu'il est déprimé ou quoi que ce soit. Est-ce que tu penses que la discipline que tu as développée à cause des Forces canadiennes t'a aidé dans ton parcours entrepreneurial? Oui, définitivement. Okay. Le fait que je sois travaillant, puis que je sois en plus vaillant. Puis il y a une différence entre travaillant et vaillant. Vaillant, c'est s'il arrive des étapes, comment je pourrais dire ça? Des obstacles. Négatif ou positif. À ton processus ou à ta vie, ben, tu vas travailler pour passer par-dessus ça. Tu n'abandonneras pas. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. Même si je sais que ça va m'amener à un échec, des fois, je vais aimer mieux compléter, d'avoir au moins la satisfaction d'avoir complété ce que j'avais à faire, mais je vais constater que ça a été un échec. Mais je vais toujours essayer d'être persévérant, d'être vaillant dans tout ce que je vais entreprendre. Puis même au niveau des relations humaines. Ouais. Tu sais, il y a des gens dans la vie où est-ce que j'ai eu des conflits, mais je suis quelqu'un qui est capable de pardonner. Si quelqu'un m'a fait du mal, revient vers moi puis me dit, sais-tu quoi, j'ai fucké up comme être humain. J'ai fucké up pour telle raison. Ouais. Je vais toujours être celui qui va avoir la porte ouverte. Ouais. Avoir l'ouverture d'esprit que l'être humain a le droit de faire des erreurs. Puis sais-tu quoi, je me suis déjà dit que j'avais le droit, moi aussi, de faire des erreurs. Je suis quelqu'un qui a quand même beaucoup de succès dans sa vie. Très souvent parce que j'étais bien organisé, je connaissais bien mes besoins. Puis encore une fois, je le dis, puis c'est pas donné à tout le monde d'avoir un ressenti. Puis tu sais, souvent, les gens vont parler de leur petite voix intérieure. Tu sais, suis ta voix intérieure, je l'ai souvent suivie. Ton gut feeling. Oui, exactement. Ouais. Même au niveau des... Tu sais, il y a des gens qui peuvent te tendre des pièges des fois dans la vie, puis j'étais capable de sentir si c'était un piège ou si c'était pas un piège. J'étais capable de, justement, fight or flight. Ouais. J'étais capable de flighter plutôt que d'aller tête baissée comme un bélier, puis de foncer dans le mur, dans le fond. Tu es un rêveur, hein? Je pense pas que je suis un rêveur. Au contraire, je pense que je suis quelqu'un... Un doer. Très terre-à-terre, oui. Okay. Oui. Mais je suis quelqu'un capable d'introspection. Je suis capable de connaître mes travers. Je les connais. Là. Je suis loin d'être un homme parfait, au contraire. À cause de tous ces problèmes émotionnels-là, ben, ça a fait en sorte que j'ai eu dans ma vie des travers. Mais, encore une fois, il faut se pardonner. Il faut être capable de dire, aujourd'hui, là, ben, mes erreurs m'ont permis d'avancer, m'ont permis d'être une meilleure personne, d'évoluer, de prendre la maturité. Puis même, l'éducation, dans mon cas, se fait encore aujourd'hui. Ouais, c'est la nature humaine. Il faut évoluer. Et ce qui est beau, ce qui est vraiment beau, là, puis, tu sais, je le réalise. Désolé, je viens de manger. Ce que je réalise, c'est qu'au niveau émotionnel,
puis ça, je l'avais pas du tout anticipé, c'est que la scène me fait reconnecter avec mes émotions. Wow. C'est super. Sauf que des fois... Toutes les émotions. Toutes les émotions. Donc, je vis tout comme... Des fois, ce qui est canalisé comme émotion, ben, il y a des graines dans le gaz. ouais, c'est sûr. Et je dois encore adresser des choses qui vont remonter à la surface parce que, dans mon cas, la mort de ma mère, mon cerveau a complètement... c'est complètement coupé. Donc, j'ai pratiquement pas d'image du temps que j'ai passé avec ma mère. J'ai passé presque 8 ans plus parce que je m'en allais sur ma fête de 9 ans. Fait que là, aujourd'hui, je commence à avoir des fois des petits flashbacks de ce moment-là que j'ai coupé dans mon cerveau. Ça, c'est intéressant, puis je le vis à tous les jours maintenant, qu'émotionnellement, je me fais brasser par des choses que j'ai relayées aux oubliettes avec les années. C'est pas évident. Comment tu gères ça? Je pleure, c'est sûr. Des fois, je me sens seul. Surtout quand je finis un spectacle, je m'en vais à l'hôtel, je suis tout seul. Là, des fois, c'est là que ça frappe le plus. C'est rough quand on est seul. C'est plus difficile. Ouais. C'est plus difficile. Mais en même temps, je vis tellement de belles choses et on dirait que je réapprends à vivre des émotions intenses, positives. Puis ça, ça goûte bon. Là. Ouais. Ça goûte bon. Ouais. C'est ça que la scène m'apporte que moi, j'avais jamais anticipé. Puis malgré le négatif, tout le positif, ça remplace tout. Là. Ouais. J'imagine même pas que... Tu sais, imagine avoir, je sais pas, un sold-out crowd, puis tout le monde est en train de rire avec toi. Tu sais, ça doit être un feeling quasi spirituel. C'est spirituel. C'est pour celui-là que j'avais signé. C'est pour ce feeling-là. Les gens t'aiment, rient, on a du plaisir, puis là, l'adrénaline, puis les émotions, puis t'es fier, puis écoute, t'as réussi à les faire rire, à faire passer un bon moment. Ouais. Donc, t'as tout ça, mais au-delà de ça, tu vis autre chose. Et après la scène, quand tu vas rencontrer les gens un à un, tu réalises aussi l'impact que t'as sur leur journée. Parce qu'il y en a qui sont venus au spectacle qui ont une journée de merde. Hein. Ça se peut que les gens qui sont venus te voir en spectacle n'avaient même pas le moyen de venir te voir en spectacle, mais sont venus parce qu'ils en avaient besoin. Donc, tu deviens quasiment thérapeutique. Ouais. Donc, pour moi, c'est une forme de thérapie, puis je le réalise là, puis je le réalisais pas au début de ma carrière que je le faisais. Aujourd'hui, c'est pas de façon exutoire. J'aime pas ça dire que je fais ça de façon exutoire, mais je dois je dois reconnaître que c'est une forme de thérapie. Puis chaque podcast auquel je participe, beaucoup d'introspection que je fais après le podcast, beaucoup de choses que je parle, que j'anticipais pas que ça allait me faire du bien. Puis je réalise après que ça fait du bien. J'ai jamais dit ça à personne. Puis écoute, ça m'enlève un poids sur les épaules. Puis on dirait que ça me donne des pistes de solutions pour d'autres choses que je comprends moins bien. Penses-tu que les podcasts, c'est comme une forme de thérapie moderne? C'est mieux. Pour plusieurs personnes, c'est sûr pour que moi, oui. c'est ça aussi. Absolument. C'est pour ça que ça a commencé. J'avais besoin de parler, j'avais besoin de connecter avec les gens, puis ça m'a tellement fait vivre des belles émotions, comme tu dis, honnêtement, Steven, comme la façon dont tu le dis, là, je me vois là-dedans. Moi aussi, j'avais besoin de ça, puis sans ça, je serais à quelque part de très dark. Très dark. C'est des conversations réelles et non fausses qui me permettent d'avancer, me permettent de réveiller à chaque matin. Puis, ça me donne un sentiment de... Je suis content quand je me réveille, là. Ça fait du bien, ça, des fois. Tout le monde veut être apprécié. Ouais. Tout le monde veut être écouté. Veut sentir que leur existence a un sens. Puis oui, je pense que le podcast peut donner... Puis même les réseaux sociaux, tu sais, je vois... Ouais. La nuit, souvent, je vais scroller TikTok juste avant de me coucher, puis je vois les gens, ils sont en live... Ça se parle ensemble, ils ne sont pas du tout dans la même ville. Là. Il y en a qui ne sont même pas dans le même pays. Ouais, c'est ça. Puis vivre quelque chose ensemble. Ouais. Ils existent ensemble, ils partagent ensemble. C'est pas toujours du contenu très intéressant, mais pour eux, ça a une importance capitale, celle-là d'exister, puis celle-là d'être capable d'avoir des gens qui sont là pour les écouter.
Donc, On est tellement similaires. Peu importe où dans le monde. ah ben oui. C'est fou. On n'est pas spécial, là. Non. La race humaine est une petite bébite. Ouais. C'est une petite bébite. Ouais. Puis je pense qu'il faut en profiter du temps qu'on a comme organisme vivant. Puis, tu sais, les gens peuvent avoir la spiritualité ou les religions qu'ils veulent, en fait, puis considérer une vie après la mort. Mais ça reste que tu as quand même du temps à faire comme organisme vivant. Et je pense qu'il faut que ce temps-là, ben, tu trouves une façon que ça goûte bon, parce que tu l'as dit tantôt. Si ça goûte pas bon, ben ça peut aller... ça Dark. peut aller jusqu'à des pensées suicidaires. Absolument. Ouais. Puis ça vient vite. Puis quand tu te sens pas... quand t'as pas de purpose dans la vie, surtout pour un homme, ça vient lourd. Tu te perds. C'est vraiment compliqué. C'est sûr, moi, pendant des années, tu sais, j'ai essayé de trouver des différents... comment je pourrais dire ça, des career paths, mettons, puis je me suis jamais retrouvé, tu sais, jamais, tout le temps perdu, puis à un moment donné, je me suis dit, OK, mais what am I? What am I worth? Tu sais, c'est quoi ma valeur dans ce monde, tu sais, puis c'est difficile, puis pour les gens qui sont encore en train de trouver, lâchez pas, à cause, pour vrai, ça va venir, ça va venir, ça peut prendre 30 ans, ça peut en prendre 2, ça va venir, fais juste, lâche pas, à cause, à la fin de la journée, c'est that's all you got, man. C'est toi. On n'évolue pas tous au même rythme. Ouais. Il faut être capable d'accepter qu'on n'est pas tous égaux. Oui, c'est tough. Et puis ça, c'est drôle parce que c'est rarement véhiculé, là. Mais si vous voyez quelqu'un qui évolue bien autour de vous autres, là, greffez-vous. Greffez-vous, puis trouvez votre place à côté de ces personnes-là qui, des fois... Ben, le chemin, je vais dire, le chemin vers la lumière est plus facile. Donc, ayez pas peur de juste suivre les pas de quelqu'un qui évolue avec plus de facilité et vous allez trouver votre propre embranchement. Ouais. Mais des fois, faut être capable de voir comment les autres évoluent, surtout ceux qui ont plus de facilité, puis d'apprendre de ça. Tu sais, tout le monde va être unique, tout le monde va être égaux. Ben, pas égaux, mais tout le monde va avoir sa propre identité. Mais des fois, ton identité, tu vas la trouver au travers de d'autres gens qui évoluent eux aussi. Ouais. Donc, si tu es perdu, je te donnerais comme conseil, regarde ceux qui le sont moins, parce que des fois, c'est juste circonstanciel d'être perdu. Ouais. Restez pas tout seul là-dedans. Allez vers quelqu'un qui a justement, dans ce moment-là, l'énergie, la drive, le leadership. Et cette personne-là, parce que bien souvent va être remplie de belles émotions, bien, ça va y tenter d'aider les autres aussi. Ouais. Mais c'est l'aspect teamwork. Puis moi, je l'ai vécu avec le foot. J'ai joué au football pendant longtemps. Puis toi, tu l'as vécu avec l'armée. Le feeling de venir ensemble pour un but ultime, puis tout le monde s'entraider, là, you have to experience that au moins une fois dans ta vie, là. Parfait. T'as pas le choix. C'est de ça que j'ai envie de te parler. Good. Une de tes questions, c'était qu'est-ce que tu as appris de ta carrière militaire? Puis je ne l'ai pas appris d'un coup. Je l'ai appris avec le temps. J'ai toujours été quelqu'un de très performant. Donc, je suis rentré dans l'armée, puis j'étais très performant. Puis à un moment donné, tu te fais aspirer par cet emploi-là qui est très, très compétitif. C'est compétitif parce que ben, tu veux atteindre un rang supérieur, tu veux être dans des positions de leadership, tu veux prendre des décisions, tu veux gagner de la valorisation, de l'estime de toi, justement, en prenant des grades. Puis avec le grade vient aussi le respect, vient les ordres. C'est sûr qu'il ne faut pas tomber dans ce panneau-là, mais ça vient avec. Puis des fois, tu te fais avaler par cette compétition-là. Puis dans l'armée, tu ne le réalises pas, la petitesse de l'armée canadienne à l'échelle mondiale. Puis tu ne réalises pas non plus à quel point ton unité est petite tant que tu n'as pas vu les forces armées canadiennes au complet. Donc, tu es avalé par la réalité de la compétition et j'ai pensé, à un moment de ma carrière, que ceux qui étaient moins performants, il fallait les retourner chez eux. Jusqu'à temps que je serve en Afghanistan. Puis que je réalise que bien, ceux que tu considérais avec moins de capacité dans un domaine particulier, puis je vais prendre exemple l'aspect physique,
ben c'est peut-être eux qui allaient être les plus performants sur le champ de bataille dans d'autres circonstances. Donc, j'ai réalisé que tu avais besoin dans un groupe, dans une équipe, parce que je dirais pas les forces armées, c'est que même dans chaque milieu de travail, qu'il y a des gens qui sont plus compétents à une chose, il y en a d'autres qui sont plus compétents à d'autres. Puis des fois, les compétences de tous et chacun, tu le vois pas sur le coup. C'est caché. Ça se développe. Ça se développe, exactement. Ça, c'est un autre aspect. Ça se développe au fil du temps. Et toutes les personnalités, toutes les capacités, toutes les habiletés, ben, tu as besoin d'un collectif puis de différence pour en arriver à être le plus efficace possible. Puis ça, j'ai réalisé ça en opération. Où est-ce que j'ai vu des gens qui étaient très, très, très efficaces, très compétents, les meilleurs, arriver sur le champ de bataille, puis de ne pas être capable de livrer la marchandise pour une raison ou pour une autre. Et tu voyais des hommes ou des femmes émerger que tu n'aurais jamais pensé avoir des capacités aussi grandes. Wow. Sur différents points de vue, c'est sûr. Oui, ça a changé ma façon de... Je veux dire, de penser l'équipe, puis même de changer ma façon d'être un leader. Puis donner beaucoup plus de responsabilités à des gens qui ont moins de compétences dans un domaine. Pourquoi? Pour aller, sans nécessairement être les masters de ce domaine-là, ben, ils vont être suffisamment compétents pour être encore plus compétents dans leur champ d'expertise à eux. C'était quoi ton titre dans l'armée? J'ai fini sergent. OK. Mais j'ai fait 2 métiers. En fait, j'ai fait 10 ans comme fantassin à l'infanterie. OK. Où est-ce que j'ai fait un refus de progression de carrière. Mais j'ai fait mon cours de leadership, mon premier cours de leadership au sein de l'infanterie. Désolé. Et après ça, j'ai fait un changement de métier suite à ma première mission en Afghanistan. Je voulais plus faire ce travail-là. Et j'ai retourné à l'école en cours du soir. Mettons je faisais des cours par correspondance pour être capable d'atteindre les crédits universitaires ou collégiales nécessaires à ce transfert-là latéral comme policier militaire. Fait que j'ai fait 10 ans aussi de police militaire. Donc, ça a donné comme un second souffle un peu à cette carrière-là, que je voyais déjà, que j'avais fait le tour du jardin par rapport à ça. Et avant de changer pour policier militaire, je suis allé faire un dernier tour, une dernière mission en Afghanistan en 2007-2008 pour 10 mois. Puis là, ben, j'en avais eu mon casse. Avais eu mon casse. Ouais. Ton parcours militaire, Afghanistan, selon toi, ton expérience, c'était comment ça? Amène-moi à quelque chose de plus spécifique. Genre, mettons... Je suis très fier de ma carrière militaire. Très fier. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose à aussi garder au cœur. Mon grand-père était à la Deuxième Guerre mondiale. Lui était prisonnier de guerre. Il s'est fait kidnapper je pense, en Italie. Puis, il a réussi à s'échapper. Ouais. J'ai ça proche de mon cœur, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il est encore vivant aujourd'hui? Non, malheureusement, non. Okay. Ça serait un des guests que j'aimerais à qui parler le plus, ça, c'est sûr. C'est fou, hein, des fois, quand tu réalises comme adulte, avec un peu plus de maturité, un peu plus d'expérience, que tu aimerais avoir une seconde chance avec des gens qui ont passé dans ta vie parce que malheureusement, tu n'avais pas, comment je pourrais dire ça, tu n'étais pas disposé, mettons, à amener une conversation ailleurs où tu n'avais pas l'intelligence émotionnelle suffisante pour aller à des places où est-ce que tu ne pouvais pas aller dans ce temps-là. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est sûr que ton parcours militaire, t'es fier, mais j'aimerais savoir c'était comment la première fois que tu as débarqué en Afghanistan. C'était-tu exactement ce que tu pensais ça allait être? Ou pas du tout. Pas du tout, hein? Pas du tout. Comment je pourrais dire ça? J'étais très excité d'aller en mission. Une première mission, ça me rendait, ça me donnait beaucoup de valorisation, d'estime de moi-même, parce que ceux qui avaient été en théâtre opérationnel étaient vus comme sur un piédestal. Donc, tu sais, le premier sentiment que j'avais, c'est enfin, je vais devenir quelqu'un à l'intérieur d'une organisation aussi spéciale que celle-là. Donc, ça a été ma première idée. Après ça, c'est d'apprivoiser aussi la nature de notre travail. Puis là, on rentrait en Afghanistan avec des nouvelles règles d'engagement où est-ce que je me sentais beaucoup plus en sécurité d'appliquer des règles d'engagement des forces de l'OTAN plutôt que ce qui avait été mettons, donné aux soldats pendant les missions au travers des Nations Unies. Donc, il y avait une grande différence.
ça me sécurisait. Donc, étant donné qu'on est arrivé la première fois, les Canadiens français, je vais dire là, parce que c'est le premier déploiement canadien-français. Cool. 2004, on est atterri à Kaboul. On a eu le temps, parce que les grosses années à Kaboul que ça a brassé le plus, 2006, 2007, 2008, je ne veux pas dire que ça n'a pas brassé pour les autres années, mais ça a été trois grosses années où est-ce qu'on a perdu beaucoup de soldats, où est-ce qu'il y a eu beaucoup d'actions, je vais le dire comme ça. Donc, j'ai l'impression que l'Afghanistan a été un crescendo aussi pour les forces armées canadiennes et les incidents ont aussi été en crescendo. Donc moi, je pense que si je n'avais pas vécu l'Afghanistan en 2004, je n'aurais pas été le même soldat efficace en 2007-2008. Puis plus je gagnais aussi en expérience, en années de service, bien, plus je pouvais être efficace sur le terrain. So, tu dis que tu as été pitché dans le feu, dans un sens. Puis tu as appris comment... J'étais bien entraîné. On a été très bien entraîné. Mais la situation, tu sais, était juste... Très bien préparé. Par contre, est-ce qu'on était tous prêts à vivre cette situation-là? Probablement pas. Qui est prêt? Tu sais, peux-tu être réellement prêt pour la guerre? Non, là. Non. L'entraînement te donne la capacité de réagir à une situation que tu as plusieurs fois répétée. Donc, l'entraînement est nécessaire. C'est de la prévention. Oui. Oui. Et je suis convaincu que j'ai réagi très bien dans certaines situations à cause de mon entraînement. Par contre, il y en a qui se sont entraînés pendant des années et n'ont pas été capables de faire le travail ou ont fait le travail d'une façon où est-ce que l'entraînement n'a pas été suffisant. Je veux dire ça comme ça. Parce qu'il y a un aspect psychologique aussi. Puis, dans chaque situation, c'est ton état actuel aussi qui va dicter comment tu réagis. Je fais un parallèle bien niaiseux, mais si quelqu'un a envie de caca, puis tu lui demandes de faire une tâche physique, ça se peut que ça soit plus difficile. Oui, c'est sûr. Donc, tu es là-bas, tu es en opération, tu es un humain, tu vis des choses. Bien, ça se peut que la journée que tu te fais attaquer, tu n'avais pas une bonne journée. Là. C'est vrai. Ça se peut. Puis ça, tu le réalises par après. T'essayes d'être 100%, mais personne n'est 100% tout le temps. Là, c'est impossible. Puis même si tu fais un debrief après, ben, jamais tu vas prendre ça en considération. Est-ce que les gars étaient tellement fatigués qu'ils ont baissé leur garde et on aurait pu leur donner plus de sommeil pour être plus alerte? Il y a tout ce constat-là humain, des fois, qui n'est pas pris en considération. C'est plus davantage les points techniques. Mais ça, tu le fais en introspection, après plusieurs années. J'ai été fier, mais j'ai aussi mangé bien de la merde dans l'armée. Mais ça fait partie aussi, là. Mais tu réalises avec le temps, en tout cas, moi, je vais parler de moi parce que je ne peux pas parler pour les autres, mais tu réalises que des fois, le mal qui t'a été fait est attribuable à certains individus, des fois tantôt jaloux, tantôt excessifs, tantôt ne pas comprendre c'est quoi leur rôle, qui t'ont fait subir ça. Puis c'est pas l'institution qui t'a fait subir ça. C'est ces hommes-là, puis ces femmes-là qui avaient juste, des fois, peut-être des lacunes personnelles, des lacunes affectives, des lacunes... Ça, c'est pas toujours la faute de l'institution, là. C'est jamais la faute de... J'ai l'impression que c'est jamais la faute de l'institution. C'est toujours une... C'est facile à blâmer aussi. C'est toujours une connerie humaine. Puis ça, tu le réalises avec le temps. Cet épisode vous est présenté par Neox Marketing. Êtes-vous prêt à améliorer votre stratégie de marketing? Êtes-vous à la recherche d'une mise à niveau pour votre entreprise? Voulez-vous développer vos compétences en marketing, mais vous ne savez pas où commencer? Moi là, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Avec le code promo SmackTalk, vous pouvez obtenir une réduction de 80% sur leur e-book de marketing. Ça là, c'est un e-book qui revient à un total de 2$. Tu me dis 2$ seulement? 2$ seulement. Le e-book a de tout. Ça a pris une année entière de travail. Il est simple à utiliser pour que vous puissiez commencer dès maintenant à scaler votre business. Donc, utilisez le code SmackTalk lors du paiement ou cliquez sur le lien dans la description. C'est le code promo SmackTalk. J'espère que vous allez aimer l'épisode. À bientôt. Je vous aime fort.
C'est réel. C'est pas. Je pourrais faire des parallèles avec. Tout le monde peut faire des parallèles avec ça. Ouais. Puis des fois, faut juste. Tu sais, quand tu as le nez sur l'arbre comme ça, tu vois pas. Mais si tu recules, tu vas voir la forêt au complet. Puis tu vas réaliser que ce que tu vis, au moment où est-ce que tu le vis, c'est réel. Il n'y a pas personne qui va t'enlever ce que tu vis. Mais des fois, tu ne l'as pas vécu à cause de la bonne chose. Mais tu sais, l'institution est créée par plusieurs individus, puis ces individus-là sont pas parfaits. On est tous humains. En fait, je pense que c'est dans l'exécution. OK. Des fois, c'est au niveau de l'exécution, puis de comprendre aussi les ordres. Des fois, les ordres peuvent être interprétés. Et c'est pas tout le monde qui va appliquer ou va user de son leadership de façon bienveillante. Des fois, couper leurs émotions. Tantôt, de vouloir se prouver, se valoriser, d'avoir de l'estime d'eux-mêmes dans des comportements qui ne sont pas entérinés par l'organisation. L'organisation est bienveillante. Puis je pense que... Puis là, tu me fais réfléchir. Des fois, je me demande si on ne donne pas trop de responsabilité à l'institution sur notre bien-être ou notre propre protection. Tu sais, on a un rôle à jouer comme être humain, puis le premier, c'est d'être bienveillant envers soi-même. Puis dans l'armée, souvent, tu t'oublies et tu suis les ordres. Mais des fois, sans nécessairement que l'ordre soit illégitime, ça se peut que tu ne sois pas dans un comme être humain, là. Que tu ne sois pas dans une bonne passe. État d'esprit. Mais tu te permets pas de dire « Hey, sais-tu quoi, j'aimerais ça prendre un break, là. Parce que je vis telle chose ou parce qu'il m'est arrivé telle chose ou physiquement, j'ai un problème. » Tu sais, j'ai vécu dans des années où est-ce qu'on ne pouvait pas aller voir le médecin. On ne pouvait pas avoir de congé de maladie ou d'avoir des adaptations dans les milieux de travail. Mais ça fait juste nuire à ton équipe, là. C'est ce qu'il disait. C'est que tu t'en vas nuire à ton équipe, les gens vont être obligés de prendre des bouchées doubles. Donc, là, il y a de la culpabilisation. C'est ça. Ouais. Des fois, de l'harcèlement. Ça, c'est pas l'institution qui fait en sorte qu'un homme ou une femme harcèle un subordonné. C'est eux qui sont frustrés, qui vivent une émotion réelle qui appartient à cette situation-là. Puis normalement, il n'aurait pas dû vivre ça parce que quand tu es administrateur puis ton employé tombe malade, bien, tu administres ton employé malade et tu t'arranges pour que le travail soit relayé à plus tard ou si tu as la capacité de faire l'ouvrage par les autres, ben tu le fais, mais ça ne devrait pas susciter une émotion. Ça devrait pas... Puis ça, c'était... Là, j'allais dire, c'est de la faute à l'armée, mais c'est pas l'armée, c'est que... Comment je pourrais dire ça? Des fois, c'est des choses qu'on ne se permet pas à nous, à cause que l'institution est plus grosse que nous. Mm-hmm. Puis souvent, ça fait partie du serment d'allégeance, c'est de passer le Canada avant soi-même. Fait que tu as constamment ça dans ta tête que toi, tes besoins doivent toujours être relayés au second rang. Puis ce qui compte, c'est la mission avant tout. Puis c'est vrai. Ouais, ben Sauf que des fois, circonstanciellement, certaines personnes auraient eu avantage à dire, sais-tu quoi? Là, j'ai besoin d'une pause. J'ai besoin d'une pause. Pourquoi? Pour continuer à être capable d'opérer dans le futur. Puis quand la brisure arrive, des fois, elle est irrécupérable. Fait que si on a plus de leaders qui sont ouverts d'esprit, bienveillants, exactement, qui prennent en considération l'état de leur employé, ben, pourraient prendre des actions pour eux qui ne se permettent pas des fois de lever le flag puis de dire « Hey, aujourd'hui, ça ne marche pas en tout. » Est-ce que ça change, ça? Je crois pas à cause de la nature du travail. La nature du travail fait en sorte que tu as besoin d'avoir des machines qui sont endoctrinées, qui ne pensent pas beaucoup. Des robots. Pour être capable d'effectuer. Puis là, je parle le travail le plus basique de l'armée, souvent. C'est ça que j'ai en tête quand je te dis ça. Mm-hmm. Parce qu'il y a du personnel cadre là-dedans qui sont là pour justement se poser des questions, puis d'établir des stratégies, puis de faire suivre les ordres qui viennent, en fait, du gouvernement. Oui. Des gens qui n'ont jamais servi. Fait que, tu sais, c'est compliqué de faire la gestion de ressources humaines à l'intérieur d'un métier où est-ce que la nature demande de travailler
très fort, longtemps, d'être persévérant, d'être pratiquement blindé. Puis l'humain n'est pas comme ça. Là. L'humain n'est pas conditionné pour être un tank. Là. Ouais. On vit, on pense, on s'exprime. Oui. Wow. Puis, tu sais, c'est sûr qu'ils ont plus une mentalité stoïque là, de toutes les choses, mais est-ce que tu penses que, à cause, tu sais, c'est la nouvelle chose, tu sais, être stoïque. Ça donne-tu des bénéfices aux gens, ça, être stoïque, ou tu penses que ça serait plus le contraire, être plus... Définis ce que tu veux dire par stoïque. Parce que tu as des abonnés certains qui vont se poser des questions. Oui, stoïque, dans le fond, nothing matters. Ta vie, la vie, elle continue, puis... tout ce que tu fais dans la vie, it doesn't mean anything. À cause de la fin de la journée, tu vas juste décéder, puis that's it, ça finit là. Tu sais, c'est très basic. Tu as une vie à vivre, tu t'en fous de tes émotions, sois emotionless. Tu sais, comme les genres de Andrew Tate du monde, OK? C'est correct. Si tu veux suivre ça, c'est correct, OK? Mais pas tous les hommes sont comme ça. Puis c'est pas à cause que t'es pas stoïque que t'es pas un homme. Tu sais? Tu veux dire couper de ses émotions. Ouais, exactement. Que... Même si j'ai à perdre ma vie pour la cause pour laquelle j'ai signé, je vais faire ce qu'il faut. Ouais. Je vais parler pour moi. Moi, je n'étais pas prêt à ça. Moi, je pense que j'aurais tout donné sur le champ de bataille. Mais en garnison, j'avais une mentalité différente. Si ma vie n'était pas en danger... J'aurais pas mis ma vie en danger. Je sais pas si ça fait du sens ce que je veux dire. Ouais. Mais j'ai jamais mis toutes mes œufs dans le même panier. Dans l'armée, j'ai toujours eu et j'ai toujours voulu être capable de faire autre chose. Donc, tout au long de ma carrière, j'ai eu des emplois en marge d'armée. J'ai eu des entreprises en marge d'armée. J'ai investi en immobilier. Pourquoi? Parce que je voulais... à l'intérieur de ce travail-là qui était très engageant, être capable de me désengager la journée que moi, j'allais juger que ça l'amenait à ma perte. Wow. C'était quoi le moment le plus marquant de ta carrière dans les forces? Le moment le plus marquant? J'en ai eu plusieurs. J'ai vécu des choses extraordinaires. Le moment le plus marquant, je vais dire, c'est probablement... une embuscade que j'ai vécue en Afghanistan. C'est probablement le moment le plus marquant. Puis c'est de là mon PTSD, à mon avis, a déclenché à cause de cet événement-là. Je pense pas que ça appartient juste à un événement. Ben, j'étais là 10 mois pour en avoir vécu plusieurs. Mais je pense que ça l'a teinté beaucoup. Donc, cette attaque-là en particulier que je fais référence, ben, celle-là, elle m'a marqué. Elle va m'avoir marqué pour la vie. Il y en a d'autres qui vont m'avoir marqué pour la vie, mais celle-là, je pense que c'est la fois où est-ce que j'ai eu le plus peur de mourir. Et comme je t'ai dit que pour moi, ma vie est importante, ben, la peur de mourir, c'était vraiment épeurant. Parce que j'avais une vie que j'aime en dehors des Forces armées canadiennes. J'ai toujours voulu avoir une vie dans laquelle j'allais m'épanouir à l'extérieur de mon milieu de travail. Donc, si tu réussis à je voulais sortir. pas perdre ça. C'est ça. Mais j'étais prêt à tout faire puis suivre les ordres pour être capable qu'on s'en sorte. Puis je voulais pas mourir. C'est-tu à ce moment-là que tu as réalisé que la vie est précieuse? Je pense que je l'ai réalisé avant ça. Ouais. Mais oui, ça consolide beaucoup le fait qu'aujourd'hui, je vis comme s'il n'y avait pas de lendemain à chaque jour. À chaque jour. Wow. Puis comment t'as transitionné sur la scène? En fait, sais-tu quoi? Puis tu sais, je pense que je t'ai jamais posé la question. Vas-y. Est-ce que j'ai eu tellement peur parce que, justement, j'aimais tellement ma vie? Tu sais, les gens qui aiment moins leur vie, arriver dans une situation périlleuse, peut-être ont moins peur parce que, justement, leur vie, à leurs yeux, a moins de valeur. Je me pose la question, là. Ça change ton point de vue, c'est sûr. Mais, je sais pas. Je sais vraiment pas, pour vrai. Tu sais, tout dépend de qu'est-ce que tu as vécu avant ça aussi, là. Mais c'est sûr que ça peut...
Pour moi, moi aussi, j'ai eu des. Mais pas un épisode d'embuscade, c'est fucked up, ça, là. Mais la peur de mourir, Ouais. puis je le dis souvent, le syndrome post-traumatique appartient pas aux Forces armées canadiennes. Non, c'est sûr. Ouais. Quelqu'un qui a vécu un accident d'auto, a eu peur de mourir, peut finir avec les mêmes signes et symptômes, le même diagnostic. Puis on n'est pas là pour essayer de voir quel événement mérite un diagnostic, quel événement ne mérite pas un diagnostic. Non, non. C'est si l'être humain est marqué suffisamment, puis il y a les symptômes, le diagnostic tombe, bien, c'est aussi valable que quelqu'un qui a fait la chose la plus extraordinaire du monde. T'étais-tu. Je pense que ton mindset d'avoir. OK, t'étais assuré d'un lendemain. Puis à ce moment-là, c'est peut-être pas à cause. T'es comme, OK, ma vie est tellement belle, puis je veux la vivre, mais t'étais sûr de continuer. Tu sais, puis à ce moment-là, t'as réalisé, wow, ça peut arrêter là, là. Je l'ai réalisé avant que ça pouvait OK. arrêter à n'importe quel moment. À cause du cancer de ma mère, à cause de d'autres événements qui sont arrivés dans ma vie, à cause d'armes qui ont été pointées en ma direction. Donc, tu réalises que la vie ne tient pas à grand-chose. Mais je l'ai réalisé beaucoup plus la journée que j'ai vécu des explosions autour de moi. La déflagration, le souffle, l'amplitude d'une explosion, c'est impressionnant. C'est très, très impressionnant. Donc tu réalises que t'es pas grand-chose à côté d'armes de destruction massive comme ça, tu sais. Ouais. Là, je parle pas de bombe atomique, mais tu sais... Mais tu sais, ça aussi, ça peut être quelque chose. Ça, c'est le nombre le nombre de gens que ça peut toucher en un moment. Tu sais, la planète peut arrêter en 5 minutes, là. Bien, ça, j'ai pas peur pour ça. Je pense qu'il y a suffisamment de monde bienveillant sur la planète Terre Ouais, moi aussi, je crois. pour ne pas avoir de troisième guerre mondiale. J'y crois pas. Je pense qu'on rentre dans une ère où est-ce qu'il va y avoir des conflits armés, mais qui vont être davantage plus localisés, où est-ce que les organisations de ce monde pour la paix, pour la stabilisation, de concert, vont se mettre ensemble pour essayer que le conflit ne dégénère pas Mais le conflit, au niveau il mondial. est alimenté par les médias sociaux aussi, là. Bien, le conflit est alimenté par ceux qui veulent faire de l'argent dans le conflit, sont alimentés par ceux qui veulent faire des gains politiques, sont alimentés par ceux qui veulent faire des gains économiques, sont alimentés par ceux qui encore se battent au nom de la religion. Tu sais, il y a Encore. tellement de raisons pour lesquelles les gens rentrent en conflit. Puis même, prends quelqu'un au niveau qui roule sur la route puis qui se fait dépasser, vu une émotion, ben va partir son propre conflit. Puis après ça, ça va mener jusqu'où? Bien, si tu as les instances et les institutions qui sont là, au moins pour dire, sais-tu quoi, ça va peut-être être pas beau, mais c'est pas tout le monde qui va être touché. Fait que je crois que ces organisations-là sont suffisamment appuyées pour être capables de faire le travail pour ne pas que la planète soit impliquée dans un conflit mondial. C'est Quand- mon opinion personnelle. Ouais, non, je suis très d'accord avec toi. Puis c'est quand et comment que tu as fait la transition pour ta carrière de comédien? C'est quand que ça a cliqué, ça? Ben quand j'ai rencontré le médecin et j'étais prêt à accepter le diagnostic de syndrome post-traumatique, parce que j'étais à l'emploi, Pourquoi tu dis ça, accepter? parce qu'on savait que je l'avais, ça faisait longtemps. J'avais déjà de la médication pour être capable de continuer à être fonctionnel d'un force spécial. Et il arrive un moment où est-ce que tu es moins fonctionnel. Tu continues à être fonctionnel, mais tu es moins fonctionnel. Puis là, ben, tu réalises que tu perds beaucoup de force, tu perds de l'efficacité, tu perds aussi... tu n'es plus au top parce que ta santé en prend un coup. Puis là, tu te culpabilises parce que tu te dis que tu es dans une unité d'élite. Ouais. Tu dois être au top toujours. Tu dois être élite. Puis l'être humain, il ne sera jamais au top toujours. Ça il va toujours arriver à tu sais, des up and down. Ça arrive dans une carrière. Fait que là, il y a un peu de culpabilité qui se passe avec ça. Fait que, à un moment donné, tu te dis, quand je vais le sentir, là, ben, je vais tirer à la plug, puis je vais aller me soigner. Parce que moi, je croyais que les soins de santé allaient me permettre de désensibiliser plusieurs choses et d'être capable d'être plus équilibré.
J'ai souvent été un gars intense, mais j'ai jamais pris des grands risques. Tu sais, j'en ai pris des risques, mais j'ai jamais pris Plus conservateur, genre. J'en ai pris des risques, mais des risques calculés où si je faisais des pertes dans un domaine ou dans un autre, j'étais prêt à les assumer. Un peu dans la prise, puis je te donne comme exemple, j'ai pris des produits d'entraînement. Ce qui a fait en sorte qu'il faisait monter ma haute pression, faisait en sorte que ça modulait aussi le rythme de mon cœur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai des problèmes de reins, j'ai des problèmes de cœur, j'ai des problèmes de haute pression. Pognes-tu de la trend? J'étais prêt à prendre du stock pour être plus performant et à prendre les coups aussi qu'elle allait venir avec ça. Ouf, ouais, ça, les stéroïdes, c'est proche de moi. Moi aussi, je suis un gym guy, puis je me suis jamais injecté, là, mais les gars au gym, j'y vois, c'est des jeunes hommes, man, puis ils ruinent leur vie avec ça. Ruinent leur vie. À un moment donné, je rencontre un médecin, puis je prenais de la testostérone, je prenais d'autres produits d'entraînement. Puis, encore une fois, pour être au top, puis s'il arrivait quelque chose, ben, puis je devais aller à la guerre, j'allais être prêt. J'allais avoir mis tous les chances de mon côté pour être capable d'être le plus performant possible. Puis il y avait une partie de moi aussi qui voulait avoir une belle apparence, avoir des muscles aussi pour séduire. Oui, of course. Donc, non, mais tu sais, faut le dire. Il y a des gens qui ne l'avoueront pas, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles tu veux développer autant de masse musculaire. Puis en même temps, ben, si je fais beaucoup d'introspection, ben, je me faisais boulier un peu quand j'étais jeune. J'étais en surpoids, j'avais des seins, mais je voulais pas que ça m'arrive à l'âge adulte. Donc, c'était une forme de protection. Puis, il y en a beaucoup de gens qui vont mettre beaucoup de tatous sur leur corps. Puis, tu sais, mon hypothèse, c'est que ça se peut que tu veuilles te protéger aussi de cette façon-là. C'est pas juste un trend ou que c'est plus beau, mais tu veux donner un look pour justement plus jamais être victime dans ta vie. Ouais. Fait que c'était un peu de tout ça. Et puis à un moment donné, j'arrive chez le médecin. Je me retrouve là-dedans. Puis le médecin, il dit... puis il me chicanait, là. Ouais. J'avais mi-vingtaine à peu près dans ce temps-là. Il disait, ce que tu prends, et tu vas arrêter ça tout de suite, parce que sinon, je m'en vais en police militaire. Il dit, c'est-tu clair? Il dit, c'est moi le médecin. Il dit, si t'arrêtes tout ce que tu fais, puis il dit, quand même que tu me dirais que c'est pas vrai, que t'en prends pas, il dit, moi, j'ai les preuves que tu consommes. Ouais. Fait que tu vas arrêter ça tout de suite. C'est-tu clair? Puis il m'avait parlé comme un père parle à son enfant. J'ai dit, oui, doc, c'est clair. Il dit, tes reins sont rendus à 80 %. Tu ne vas pas te ramasser en dialyse avant d'avoir 50, t'arrêtes ça là. Parce que il dit, sinon, je vais prendre les moyens de te faire cesser. Ouais. Doc, il n'y avait pas. Ça a été un reality check. Il n'avait vu d'autres. Écoute, dans les Forces armées canadiennes, j'ai pas été témoin, mais j'ai le sentiment, de par toutes les oui-dire qu'il y en avait plusieurs qui consommaient. Puis c'est normal. C'est la nature du métier de vouloir être performant. Ben Encore une fois, un métier très compétitif où est-ce que souvent tu te démarquais par tes performances physiques. Je dis pas que tu étais poussé là-dedans. On était tous responsables de nos propres décisions. Mais dans nos décisions, il y avait des risques. Puis les risques étaient grands. Ben, c'est comme les risques de performer sur scène. Des fois, tu peux te faire... ça peut être lourd, là, une soirée. Mais encore là, on sauve pas de vie. Ouais, c'est vrai. Si tu te plantes une fois sur scène, c'est quoi l'impact? Il n'y en a pas d'impact. Ouais. Il y a un impact émotionnel. Puis souvent, c'est ce que tu considères qui est grand. Tu dis, oh my God, je ne veux pas me planter. Non, tu ne veux pas te planter parce qu'émotionnellement, ça va être difficile à prendre. C'est ça, mais physiquement, ça fait fuck all. Ça fait rien. Ouais. Ça fait rien. Ouais. Puis tu sais, combien de gens ont commencé dans les arts bien ordinaires, puis juste avec le temps, puis beaucoup d'échecs, arrivaient à des performances extraordinaires, puis on les a oubliés, là, ces échecs-là. Fait que est-ce que vraiment des petits échecs, des fois, on leur donne trop d'importance? Je pense que oui, moi. Solide. Je pense que souvent, on va prendre la vie beaucoup trop au sérieux. C'est pas des échecs, c'est des opportunités. Faut que tu le vois comme ça. T'as pas le choix. C'est souvent quand les gens ont un proche malade, proche d'eux, des proches qui tombent malades, que là, tu réalises, oh, c'est moi. Je peux avoir l'argent que je veux, je peux avoir accompli tout ce que la journée que tu es malade, là,
T'as un reality check, là. Ça doit. Ouais. Tu réalises que ton temps sur la planète, tous les secondes comptent. Ouais. À moins d'avoir fait tout ce que tu voulais faire, puis d'être... Tu sais, puis moi, je l'ai souvent dit, si demain matin, il m'arrive un accident, je tombe malade ou je meurs, T'es correct. j'ai aucun problème. Wow. J'ai le sentiment d'avoir fait, je vais dire comme organisme vivant sur cette terre-là, ce que je voulais accomplir. Mon parcours n'a pas été parfait, j'en ai fait des erreurs, j'en ai blessé des gens. Mais si aujourd'hui, ce serait mon tour de passer de l'autre bord, je l'accepte. Tu dis que tu l'acceptes. As-tu peur de mourir? Oui, j'ai encore peur de mourir. Je suis pas prêt à mourir. C'est ça. Je suis pas prêt. Mhm. Mais si ça arrive, ben pour le temps que j'aurai eu, ben, je vais avoir fait de mon mieux. Puis ce que j'ai accompli, je suis très reconnaissant, plein de gratitude pour toutes les opportunités, pour tout ce que j'ai... Les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, tu sais, je parle comme si ma vie était finie, mais des fois, je pense que je vis sur du temps emprunté aussi. À cause de la santé, à cause de je vis tout intensément, donc est-ce que ça va m'amener à faire un arrêt cardiaque? Ou moi, j'ai toujours pensé que je mourrais en faisant un arrêt cardiaque. Mais... Hey, peut-être mourir sur scène. ça serait peut-être... Ouais. Next show! Ouais, c'est Ce ça. serait la fois où est-ce que j'aurais fait les plus souvent les journaux. Ouais. Puis la scène québécoise de Ouais. comédie. Ouais. C'est ça, coche, là. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. Ouais. Les Québécois ont une relation avec le rire Ouais. qui est unique. Je dis pas unique au monde parce qu'il y a d'autres. Penses-tu que c'est notre histoire de poésie et tout, puis ça a comme un lien avec notre Ouais. scène Je humoristique? vais te donner mon hypothèse. Ouais. L'humour, c'est un art. Absolument. Mais c'est pas un art qui est adulé. Et c'est pas un art qui est noble. C'est l'art des pauvres. C'est vrai. C'est accessible à tous les pauvres de faire rire. C'est juste ça que t'as. Et j'ai l'impression que le rire, pas appartient aux pauvres. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça a été une façon... Je fais beaucoup d'humour d'affiliation pour joindre des groupes, me faire accepter. D'être capable de tirer mon épingle du jeu puis d'être apprécié des gens. Parce que les gens, quand j'étais là, c'était souvent drôle. Puis quand j'étais pas là, ben, j'aurais aimé ça qu'ils soient là parce que ça va être le fun. Puis même en exercice militaire, j'ai toujours été le clown. Puis je réalisais que le clown avait son importance. Le clown ne savait pas toujours quand s'arrêter, Ouais. ce qui m'a amené des difficultés. Mais je pense que ça nous a aidés, puis j'étais pas le seul, avec l'humour, d'être capable de passer au travers de situations difficiles. Donc, l'humour m'a toujours très, très, très bien servi. Faire de la scène, parce que à cause de cette capacité-là que j'ai à rentrer, à me connecter aux émotions des autres, je voyais ce que les humoristes vivaient sur scène, au niveau émotionnel, quand ils faisaient du stand-up, puis la réaction que ça provoquait chez les gens, puis de sentir aussi ce que les gens vivaient au travers de cette forme d'art-là, puis le bien-être que ça pouvait procurer dans une vie. Et un jour, je veux faire ça, moi. Je veux être là, je veux être sur cette scène-là. C'est moi qui veux donner des frissons au monde dans la salle. C'est moi qui veux vivre ça avec eux autres. Je veux pas juste le vivre dans la salle, je veux le vivre sur scène. Puis c'était pas nécessairement parce que j'avais des choses à dire ou des choses que je voulais dénoncer. Au contraire, même encore aujourd'hui, il y a des propos que tu vas peut-être penser, bon, il veut faire réfléchir les gens, mais à la base, j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est ça. Ce que je veux, c'est juste que les gens passent un bon moment, puis qu'ils se cassent pas la tête, puis qu'ils commencent pas à se culpabiliser, surtout sur de la façon dont ils vivent, qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Je veux vraiment juste que les gens mettent leur cerveau à off, puis viens juste t'amuser comme si t'allais avec ta gang de chums, puis que tu pouvais dire ou entendre dire tout ce que tu veux, tout ce qui est tabou, tout ce qui est sensible, on va trouver une façon d'en parler, puis tous ensemble, on va trouver ça drôle. Pourquoi? Parce que pour ce moment-là, on se permet de trouver les choses drôles. Parce que c'est dans un contexte. Puis tu sais, quand on va dans une salle d'humour, que c'est très noir, on enlève justement un des aspects de l'inhibition, c'est de voir les autres. Est-ce que les autres vont me juger parce que moi, je ris d'une joke qui, aujourd'hui, ben...
Ouais. Ça ferait questionner bien des gens si c'était pas dans un contexte humoristique. Mais là, parce que c'est un contexte humoristique, permets-toi. Donne-toi la permission d'avoir De sortir une de ta ouverture réalité, ouais. comme ça. Ouais. Permettre de rire des choses qui sont pas drôles si c'est pas dans un contexte humoristique. Donne-toi cette permission, donne-toi cette liberté-là dans ta société de dire, moi, je prends un moment, je m'en vais rire des niaiseries parce qu'on a le droit de rire des niaiseries. Puis c'est pas parce que tu ris des niaiseries que tu es un cave. Non. C'est parce que tu te donnes juste le droit de vivre ça puis d'aller vivre cette émotion-là. Puis aujourd'hui, ceux qui se donnent le droit, puis j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins, ben c'est à ces gens-là que j'ai envie de parler. À ces gens-là, j'ai envie d'aller souper avec. Ouais. Du monde qui Qui ont- tu as le droit d'être sérieux. En dehors d'un contexte humoristique, c'est correct que tu prennes les choses au sérieux. Puis je prends les choses au sérieux. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'économie, j'aime la politique. Ça a moins sa place sur une scène d'humour. Sur une scène d'humour, on va essayer de trouver. Tu parles pas de politique à la scène du... Ben, ça dépend de c'est quoi. Là. Tu sais, c'est son impression de Donald Tu peux en Trump aussi. parler, là, mais tu peux pas. La minute que tu parles de politique ou de religion, tu divises ta salle en deux. 100%. Donc, tu réalises ça comme humoriste quand tu commences à faire des blagues sur la politique ou sur la religion. Fait que c'est important de te positionner pour être capable d'être le plus rassembleur possible. Puis de tirer aussi dans toutes les directions. Frappe ça à gauche, frappe ça à droite, frappe au centre. Les gens réalisent que tu n'es pas là pour placer un discours. Tu n'es pas là pour brainwasher ou de manipuler les gens. Parce que les gens, la population en général, est facile à manipuler. Oui. Oui. Et si ton intention, c'est de les manipuler, je pense pas que tu fais cet art-là pour la bonne raison. Tu peux le faire. Tu vas C'est accomplir. pour rassembler et non manipuler. J'ai l'impression que l'humour est davantage un outil pour rassembler que diviser. Ou, puis il y en a beaucoup d'humoristes qui le font. Je les appelle les donneurs de leçons. Donc, tu vas face à un public, puis tellement que ton discours est vertueux, que tu leur donnes un sentiment que toutes les décisions de leur vie, c'est de la calice de marde. Ils vont sortir de la salle, là. Ils n'auront pas vécu quelque chose d'agréable. Ils vont se poser des questions sur le comportement dans leur vie de tous les jours doit cesser là. Puis les gens, ils aiment pas ça, sont tannés de se faire dire quoi faire. Là. On est je pense que de plus en plus, avec la rectitude politique, les mœurs, j'ai l'impression qu'on vit un retour des mœurs qui avaient été imposées à l'époque ici par la religion catholique. J'ai l'impression qu'on se doit d'être parfait et on ne sera jamais parfait. Puis peu importe à quelle époque, à l'âge, on évolue toujours. Donc, l'homme que tu étais à 20 ans puis l'homme que tu es aujourd'hui, il y a une évolution, là. Donc, il faut se donner... Une chance. Ben oui, une chance. Ouais. Puis on évolue aussi avec la société. Il y a des choses qu'on prend, qu'on adopte. Puis il y en a d'autres qu'on dit, regarde, ça, là, c'est pas pour moi. Est-ce que j'en ferai un règlement? Est-ce que j'en ferai une loi? Non, mais tu as le droit de le faire. Mais il y en a que, à cause de leur valeur ou leur mœurs, vont être heurtés par ce que tu fais. Mais tu vas avoir quand même le droit de le faire. Vont imposer une pression sociale pour que tu changes de comportement. On est là. Free speech. Fait qu'à un moment donné, il y a une grande partie de la population qui veulent plus de liberté. Ouais. La liberté de penser, la liberté d'agir, encore là, tout en respectant les lois et les règlements, puis en respectant aussi l'être humain. Mais c'est pas parce que tu ris de quelque chose chez vous que tu vas nécessairement blesser quelqu'un. C'est drôle. Il y a des choses qui sont drôles. Là, oui, c'est sûr que ça va blesser quelqu'un. On Il y a est des quoi? On est choses 8 que millions. tu peux trouver drôles Oui. dans un contexte humoristique, puis tu es sorti du contexte humoristique, tu as une autre opinion complètement. Absolument. Mais tu as le droit de te permettre d'avoir eu un rire ou un fou rire sur quelque chose qui, dans son contexte, il n'est pas drôle. Puis les shows de comédie, c'est ça que ça fait. Tu sors de là, puis c'est juste un relief. Tu sais, t'es comme, wow, my God, que ça fait du bien, Ouais. ça. Tu sais, Ouais. oh my God, il y a quelque chose que je voulais dire avec ma blonde dans le char, mais tu sais, me suis retenu, mais là, ça fait du bien à cause que quelqu'un l'a dit pour moi. Ou comme, tu sais, c'est juste, je sais pas. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de corrélations avec le boom de podcasting, puis la comédie. Les gens sont plus. Ça revient à l'authenticité. Il tu sais. y en a du fake de podcast. Hey, c'est fou. C'est fou. Pourquoi? Il y en a Tu sais, qui, pour leur image, Ouais. leur estime de soi, la valorisation,
le fame, de faire Mais les gens, leur propre promotion aussi pour les relations humaines, amoureuses, de rencontrer, d'être plus populaire et d'avoir plus de facilité à rentrer en relation amoureuse ou autre. Mais ces gens-là, quand ils vont réaliser là, que les gens, le public général, s'en calisse de toi, là, ça va tellement leur faire du bien. La journée que tu réalises, tu sais, quand tu commences à être un petit peu populaire, C'est ça. puis là, tu dis, oh, tabarnouche, ça commence à pogner, puis là, tu te fais reconnaître. Tu réalises qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui te connaissent. Non. Non. Zéro. Premièrement, il n'y a pas beaucoup de monde qui consomme. Il y en a beaucoup de monde au Québec. Mettons, dans toute la francophonie. L'humour est populaire, mais c'est pas si populaire. Dans le sens que c'est pas populaire à un grand pourcentage de la population. T'es pas Céline Dion, là. Mais c'est pas juste ça, cette forme d'art-là, Ouais. j'ai l'impression C'est niche. que ça se traduit, mettons, en des gens qui physiquement prennent l'action d'aller consommer ça. Je pense que c'est autour de 10-15 %. Puis ça, c'est mon évaluation à moi de la population du Québec. Peut-être un petit peu plus, peut-être que je me trompe. Des gens qui connaissent le stand-up, il y en a plus, mais des gens qui vont se mettre en action pour consommer du stand-up ou de l'humour au Québec, le pourcentage est beaucoup plus bas qu'on peut le penser. Donc, tu réalises que ta popularité, ben, c'est pas une popularité de quelqu'un comme Véronique Cloutier, qui est dans le variété, qui est à la radio, qui est beaucoup plus large que juste l'humour. Donc là, Mais au Québec, t'as pas le choix. Selon moi. T'as pas le choix de trouver différents écosystèmes pour valoriser ta personne. T'sais? Aux États-Unis, c'est différent. Ils ont plus. Leur écosystème, il est déjà créé. Ben, le volume. Le volume aussi. Mais juste du volume, tu ça peux être aussi. plus niche, Ouais. puis d'avoir suffisamment de volume pour dire, hey, je vis bien de ça. Puis il y a beaucoup de monde qui me suit, ben oui, parce qu'il y a du volume. Ouais. Va faire du stand-up en anglais à travers le monde. Il y a beaucoup plus de chances course. d'avoir Ouais. du monde qui vont te suivre que si tu le fais en français. Mais est-ce que tu crois que les. Mais tu sais, t'as dit en français, ça serait un peu moins populaire, c'est sûr, à cause on est moins. Mais tu penses-tu que on se voit plus comme une famille qu'aux États-Unis? Aux États-Unis, moi, je trouve que c'est vraiment. Il y en a que oui, là, ils ont leur petit groupe, leur petite gang, mais comme. L'industrie de l'humour est très petite au Québec. Ouais. C'est très petit. Y avait-tu beaucoup de support? Beaucoup de haine, beaucoup de support? Mais il y a beaucoup de compétition. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que tout le monde se laisse. Comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas personne qui essaye de tuer quelqu'un ou une entreprise. Là. Ouais. C'est sûr qu'il arrive des petites jambettes. Jalousie, envie, opportunité ou opportunisme, mais ça reste que c'est une industrie où est-ce que les grands joueurs vont être les grands leaders de ça au travers des diffuseurs, les salles de spectacle. Et tous ceux qui sont en mesure d'aller chercher des grandes subventions vont être en mesure de produire des grands spectacles. C'est souvent eux qui vont contrôler la game. Mais tu sais, il y a aussi l'humour de la relève. Il y a le développement des humoristes qui est supporté souvent par l'École nationale de l'humour et d'autres organisations qui font le développement de ces jeunes humoristes-là. Puis après ça, tu as toutes les entreprises qui souhaiteraient voir un humoriste émerger parce qu'ils considèrent que il peut être... ils peuvent faire de l'argent dessus. Donc, c'est plate de penser qu'un artiste peut être, comment je peux dire ça, un produit, mais c'est le cas. Ouais. C'est ça la business. Donc, c'est souvent, je vais dire entre guillemets, OK, exploitation de la ressource, donc ton humoriste. Donc, il y a une boîte de production qui va embarquer peut-être avec cet humoriste-là. Il y a une boîte de gérance. Et là, ils vont travailler fort avec leur équipe, puis ils en ont plusieurs. Donc, ils ont les moyens de se le permettre, de les placer. Donc, dans le monde de l'humour, tu compétitionnes si tu t'autoproduis, puis tu fais ta propre gérance, bien, tu vas compétitionner avec ces grandes boîtes-là pour des gros spectacles subventionnés, puis aussi tout ce qui se fait au privé, qui se vend très, très bien, parce qu'il y a des régions du Québec qui se démarquent de d'autres régions de par leur volume, ou que les gens ont vraiment adopté cette culture-là avec plus de gens. Steven, pour les gens qui souffrent de santé mentale, là, OK, puis il y en a beaucoup, dépression, PTSD, ça peut être n'importe quoi. T'as-tu un mot de la fin pour eux?
Le premier mot qui me vient, donnez-vous le temps. OK? Parce que le temps est ton meilleur ami. Le temps va te permettre, des fois, justement, de faire une introspection, d'avoir du recul sur ce qui t'est arrivé. Donc, des fois, de se donner le temps de vivre les émotions. Puis de dire, puis de ne pas invalider ce que tu vis, parce que ce que tu vis existe, de la façon dont tu l'as processé. Mais des fois, de se donner la chance de voir peut-être une autre façon de processer émotionnellement ce que tu as vécu pourrait t'amener ailleurs. C'est pas une programmation neuro-linguistique, là, pas de la PNL, mais c'est te donner l'opportunité de voir une situation d'un autre angle, avec du recul, avec moins... comment je pourrais dire ça? Moins d'intensité, parce qu'avec le temps, l'intensité va avoir diminué, même si vous l'avez relayé aux oubliettes, il va avoir à ce moment-là moins d'intensité, ce qui va permettre de donner peut-être un deuxième regard, peut-être une deuxième analyse, puis d'enlever une partie de la responsabilité sur l'organisation ou la personne à laquelle tu as donné cette responsabilité-là. Et souvent, on ne va pas non plus... Bien, certains oui, certains non. Il y en a qui ne prendront pas de responsabilité par rapport à ce qu'ils ont vécu. Mais ça peut arriver que tu aies une portion de responsabilité. Puis d'accepter d'avoir une portion de responsabilité aussi va venir avec, est-ce que je peux me pardonner? J'avais-tu le droit, moi, d'être humain puis faire des erreurs ou d'être humain puis de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir agi comme j'aurais dû agir ou me pardonner parce que j'ai été impulsif? Donc, de se donner du temps, mais de garder en tête que le bonheur t'appartient. C'est pas les autres qui vont t'apporter le bonheur. Donc, il faut que tu trouves la façon de te connaître davantage, parce que souvent, les gens ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas du tout, ne connaissent pas leurs besoins. Donc, avec le temps, puis des fois la retraite, puis tu sais, je pense aussi à tous ceux qui font des services publics, policiers, ambulanciers, pompiers, de se donner la chance de se connaître, de connaître nos besoins pour trouver la façon que ça va goûter bon. Et quand ça goûte bon, ta vie, tu es capable d'aller en psychothérapie parce que c'est pas facile en psychothérapie. Tu vas vivre des émotions ça fait longtemps que tu as mis en arrière. Cette phase-là sera pas facile. Mais si dans ta vie, tu as réussi à mettre des mécanismes, des activités, des gens qui te rendent heureux, bien, ça va te donner l'équilibre suffisant pour être capable d'avancer là-dedans. Puis à un moment donné, bien, ça va être moins de tremblements pour arriver davantage à plus un équilibre. Donc, c'est important de trouver quelque chose qui va te valoriser, quelque chose que tu vas gagner en estime de toi et de se mettre en action. De ne pas penser que les choses vont arriver d'elles-mêmes. Tu as besoin de te mettre en action. Et, je l'ai dit tout à l'heure, trouver quelqu'un qui se met en action. Tu sais, quand tu marches dans la neige, là, le premier, il force fort. Suis juste en arrière. Ça va être beaucoup plus facile. Puis ça ne veut pas dire que tu suis quelqu'un ou tu n'as pas d'identité. Non, ça veut juste dire que là tu as besoin de suivre quelqu'un. Puis à un moment donné, tu vas trouver, puis tu vas être capable de suivre ta propre track. Puis c'est toi, à un moment donné, qui va nager, qui va avancer dans la neige folle parce que ton objectif va être clair. Tu vas le voir. Tu vas savoir où est-ce que tu t'en vas. Puis après ça, c'est une fois que tu es sorti de ce travail-là, qui est particulier, c'est de se redéfinir. Trouver la façon de se redéfinir pour continuer à être aussi fier de ce que tu faisais avant. Steven, merci pour ton temps. Pour merci vrai, à toi. Merci, je suis vraiment choyé pour vrai que tu as pris le temps de venir en studio avec moi à soir, là, pour vrai. Puis je trouve ça exceptionnel que tu m'aies dit que tu avais étudié en journalisme à Cité et que même si tu avais fait tous ces efforts-là, puis c'était ton objectif, puis tu vas voir le parallèle, ton objectif de carrière, de l'avoir essayé et de voir que tu te serais dénaturé pour faire ce travail-là, d'avoir eu le courage de dire, pas juste, je crée ça aux poubelles. Non. Est-ce qu'il y a une autre façon pour moi de rencontrer mes objectifs dans le métier que j'ai dans le métier pour lequel j'ai étudié, mais d'une autre façon? C'est une façon de se réinventer. Donc, toute sa crabe aux poubelles, là, c'est pas bon. Utilisez ce que vous avez pour peut-être trouver un autre chemin pour arriver à vos objectifs. Merci. Faut que ça fait du bien, ça.
Ça fait du bien. Thérapie à soir. Ça l'est. Ouais. Ça l'est. Ouais. C'est où que les gens peuvent te rejoindre, Steven? Ou te voir, t'écouter? 613-796. Non, mais je suis au Nash Board Country Yes, pour sir. le Big Show à tous les mardis, 20h. Yep. Les billets sont toujours en vente sur les pages Instagram et Facebook du Big Show. Ils vont être dans le lien. Sinon, je suis nouveau chroniqueur radio au 104.7 sur les ondes de Cogeco, 104.7 FM, à tous les vendredis autour de 16h05. J'ai une chronique humoristique avec, c'est l'Outaouais maintenant, avec Frédéric Bisson. Donc, et le mardi, je m'entretiens avec Michel Langevin et Tania Nollet, justement dans un tour de table, encore une fois, sur les ondes du 104.7 FM, et l'émission s'appelle L'Outaouais se lève. Donc, ça, je continue à faire des gags juste pour rire. Je me suis donné la chance d'expérimenter beaucoup de choses. Il y a des choses que j'aime plus, il y a des choses que j'aime moins. Mais l'important, c'est qu'encore une fois, dans tout ce que j'accomplis, je réussis à être heureux. Et les gens qui viennent me voir en spectacle me font sentir vivant. Puis à chaque fois, je leur démontre toute la gratitude que j'ai qu'ils choisissent de venir passer un moment avec moi. Tu sais, parce qu'ils pourraient passer un moment avec qui ils voulaient. Oui. Mais ils ont décidé de me choisir pour une raison ou pour une autre. Puis tu ne réalises pas des fois à quel point mais c'est difficile à comprendre que les gens se déplacent pour venir t'écouter dire des niaiseries. C'est phénoménal. Steven, lâche pas, man. Sinon, puis... pour toutes les dates, stevenbilodeau.com. OK, Steven Bilodeau. Ouais, really good. Puis, Steven, merci, man. Puis, reste qui tu es. Puis, ça... You have the world in your palms. Oui, puis première fois, je le dis sur un podcast, mais si des fois vous êtes perdu, vous avez envie de discuter de quelque chose, je ne sais pas si je peux me le permettre pour Vas-y. toute ma carrière, mais j'ai envie d'inviter. Écrivez-moi. Vous êtes perdu, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin juste de jaser, écrivez-moi. Si j'ai le temps pour le faire, je vais le prendre le temps. Wow. Parce que des fois, c'est juste une courte conversation, on réenligne les affaires, donne une piste de solution. Je ne suis pas un professionnel de santé mentale, là. Je suis juste quelqu'un qui est capable d'écouter. J'ai une sensibilité, j'ai une expérience. Je te dirais pas quoi faire, où aller. Mais on va peut-être te faire poser des questions. Il y a toujours de l'espoir, guys. Anyway, Ah merci. oui. On se revoit. À la prochaine. Merci. Bye.